à tous et à toutes. Il y a quelques années, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, me posait une question un peu déroutante. Il m'a dit « J'ai été entrepreneur, maintenant je suis investisseur, et toi, c'est quoi ton super pouvoir ?» Et c'est vrai qu'entreprendre, c'est avoir le pouvoir de transformer la société, et investir dans des entreprises, c'est avoir un pouvoir démultiplié, un espèce de super pouvoir de transformation sociétale. Alors moi, je ne sais pas si j'ai un super pouvoir. Ce qui est sûr, c'est qu'en discutant pas mal avec différents acteurs et en prenant un peu de recul, je pose parfois des questions, on va dire aussi un peu décalées. Et ce matin, avant que les interventions ne se succèdent, plus pointues et plus techniques les unes que les autres, et plus passionnantes les unes que les autres, moi, j'aimerais beaucoup vous poser une question toute simple. Quel est notre rapport à la machine ? Alors vous allez me dire, c'est assez simple, en fait, une machine, c'est un outil fabriqué par des humains pour aider d'autres humains. Oui, mais non, en fait. Ou plutôt, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que de fait, pour la plupart de nos contemporains, eh bien, une machine, une technologie, en ce moment, la technologie la plus à la mode, on va dire, c'est l'IA générative, eh bien, c'est avant tout une machine qui parle. Et en fait, eh bien, il faut se dire que ça fait très très longtemps que l'humanité se cherche un interlocuteur. On projette constamment notre humanité sur tout ce qui nous entoure, depuis le doudou de notre enfance, pensé à Calvin et Hobbes, jusqu'aux objets technologiques qui sont un peu les jouets de l'âge adulte. Et ça n'arrive pas seulement à Tati Gisèle qui déverrouille son portable avec une crainte quasi religieuse. J'ai des amis qui sont profs à Stanford et qui me disaient qu'un pourcentage grandissant de leurs étudiants ont tendance à utiliser les chatbots régulièrement. Et on voit bien que chacun d'entre nous, on le fait au quotidien et on l'a déjà fait avant même l'arrivée de ChatGPT. Je pense que beaucoup d'entre vous ont des enceintes connectées chez eux ou chez elles. Et vous voyez bien qu'en fait, ces enceintes se sont fait une place dans notre quotidien sans pour autant avoir beaucoup de conversations. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé d'entreprendre une longue conversation avec Alexa. Très honnêtement, si c'est le cas, il faut vous faire des amis, hein, parce que c'est vraiment pas facile. Et pourtant, une fois connecté au système d'alarme, à la domotique, à Internet, il faut être honnête, c'est plus qu'un interlocuteur. C'est quasiment un peu comme ces dieux lards, vous savez, les divinités qui protégeaient le foyer dans la Rome antique et qui étaient censés être un peu les modèles de vidéosurveillance ou les systèmes d'alarme de l'époque. Sauf qu'à l'époque, il fallait y croire. Et maintenant, si vous dites à Alexa, commande-moi une pizza sans pepperoni, 20 minutes après, vous avez une pizza sans les pepperonis. Et c'est vrai que, je vous disais, c'est le cas pour un peu chacun d'entre nous, le consommateur final. C'est le cas aussi même pour les plus tech-savvy. Et on voit le succès, par exemple, en ce moment, des deathbots, vous savez, tous ces chatbots qui vont rassembler toutes les données, toutes les traces numériques laissées par nos chers disparus pour qu'on puisse continuer à discuter avec. Sauf que continuer à discuter avec Papy Lucien après son décès, ça ne le fera pas revenir et ça ne vous aidera sûrement pas à tourner la page. Et on se rend compte qu'on est comme ça dans une relation qui est quasiment chamanique, qui est une relation dans une société qui se veut très technologique, une société qui est scientifique, qui est rationnelle. En fait, on n'a pas perdu ce vieux fond d'animisme qui, je pense, est chevillé au corps de l'humanité et qui fait qu'on réagit comme ça. Et c'est vrai, je pense, de notre interaction comme ça avec la machine. C'est vrai aussi, si on revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que la machine est censée servir l'humain. Le mot robot, vous le savez probablement, ça vient du tchèque robota, qui veut dire travail servile. Et c'est vrai que la question qui se pose, et que se posent à peu près toutes les dystopies et tous les films qu'on voit sur ces sujets, c'est un peu toujours la même. C'est jusqu'à quand est-ce que la machine va nous servir ? Alors bien entendu, ça peut passer du Metropolis de Fritz Lang au Terminator en passant par Matrix par exemple. Moi je ne suis pas du tout un prophète d'une apocalypse qui je pense n'arrivera jamais, mais je remarque quand même que l'interaction qu'on a avec la machine, voire la dépendance qu'on a avec la machine, en fait elle peut prendre bien des formes. Et ces formes-là, ce n'est pas forcément avec un pistolet laser sur la tempe. On est entouré de technologies, on est entouré de données, on est entouré d'algorithmes et on peut de moins en moins s'en passer.
Donc ça, c'est déjà en soi une forme d'interaction qui nous place un peu sous le contrôle de la machine. Par ailleurs, il ne faut pas se le cacher, la machine, à défaut de nous contrôler, dans un certain nombre de cas, elle nous remplace. Elle l'a fait depuis les années 70 ou 80 dans les chaînes de montage et elle fabriquait des voitures. Maintenant, elle écrit des lignes de code, elle écrit des textes, elle crée des visuels, elle fait des audits, elle organise les plannings. Et en fait, on se rend compte que, il y a encore quelques années, on vous disait, si vous voulez être certain de ne pas être au chômage, ayez donc un métier créatif. Mais ça, c'était avant. C'était avant Midjourney. Maintenant, il va falloir qu'on fasse avec, il va falloir qu'on intègre la machine dans notre processus. Et c'est vrai qu'on se rend compte que là, il y a plusieurs façons de fonctionner. Et peut-être la plus basique, ce serait celle d'imaginer ça sous la forme d'une forme de remplacement, d'obsolescence de l'humain. Moi, je ne crois pas du tout à une forme de grand remplacement, pour une raison très simple, c'est que ça n'est pas la machine qui rend l'humain obsolète, c'est l'humain qui rend l'humain obsolète. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours un humain qui va décider que c'est plus rentable de faire travailler une machine que de faire travailler un autre être humain. Donc finalement, la compétition, elle n'est pas entre humain et machine, elle reste une compétition entre humains. Et donc dans ce cadre-là, je pense que ce qu'il faut qu'on voit, c'est toutes les avancées qu'on peut imaginer, et on voit que l'arrivée de l'IA générative, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, et la façon dont notre société s'en est emparée, et qui montre qu'elle a une appétence à ça, qu'elle était prête pour recevoir cette technologie, peut-être sonne le début d'une vague de démocratisation de l'accès à la technologie qui me semble assez intéressante. Démocratisation qui permettra peut-être, et je pense très bientôt, à l'indépendant, à l'étudiant, au père ou à la mère de famille, de se doter d'une foule d'outils et d'assistants qui vont les aider de bien des façons. Et donc je pense qu'effectivement on est au seuil, et ça je pense que si vous êtes investi déjà dans la technologie, soit en tant que porteur de projet, soit en tant qu'investisseur, vous en êtes convaincu avec moi que cette technologie, elle fait partie des solutions beaucoup plus que du problème. Mais seulement, au sein de notre fondation, donc la Human Technology Foundation que je dirige, on travaille avec pas mal d'investisseurs, on travaille avec pas mal de patrons, de grands groupes, de start-up, et on voit quand même que sur le chemin du succès, il y a un certain nombre de nids de poules. Et ça, je pense qu'il faut qu'on essaie de les éviter. Et le premier d'entre eux, c'est peut-être, et notamment pour les grands groupes en ce moment, de se dire que dans la tension qui existe entre le remplacement et l'empowerment des collaborateurs, le remplacement, c'est plus certain, c'est plus immédiat, ça économise de l'argent et ça a un impact direct sur le cours de bourse. Alors que, de fait, l'empowerment des collaborateurs, par définition, ça reste quelque chose d'assez aléatoire. Et pourtant, il faut se dire il faut se souvenir de ce que disait Emmanuel Kant quand il écrivait que l'humain doit toujours être une finalité et jamais un moyen. L'humain n'est pas une ressource, c'est pas une ressource humaine, un intrant de production. Et il y a une dissymétrie entre l'humain d'un côté et la machine qui, elle, reste un investissement IT. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête quand on conçoit petit à petit nos nouvelles organisations. Parce que de fait, on ne délègue pas à la machine comme on délègue à un collègue ou à une collègue. On garde la charge mentale de ce qu'on a délégué. On garde quelque part une forme de tension. Et il ne faudrait pas que la mise en œuvre d'une multitude d'outils très bien conçus nous amène petit à petit à avoir une espèce d'injonction à l'hyperproductivité. Un peu comme s'il fallait toujours en faire plus parce que finalement la machine permet d'en faire plus. Mais dans ces cas-là, on est un peu accroché à la machine et on se demande un peu entre la machine et l'humain qui sert qui. Et de fait, on voit bien que la plupart du temps, les solutions les plus efficaces, ce ne sont pas des solutions humaines ou des solutions technologiques, ce sont des solutions qui vont mêler l'humain et la technologie. Il y a une espèce d'équipe à créer. Le problème, c'est que ces technologies les plus en pointe, que je pense un certain nombre d'entre vous développent, eh bien ces technologies ne sont plus complètement des outils, mais ne sont pas encore des collègues. Elles sont dans cette espèce de uncanny valley, dans cette vallée de l'étrange, où en fait il faut qu'on les situe et il faut qu'on apprenne à se repositionner par rapport à elles. Et là, je parle de tous ceux qui ont des machines, qui travaillent pour eux.
Et je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui sont dans cette salle. Mais il ne faut pas oublier que toute une partie de la France travaille pour des machines. Je pense aux chauffeurs VTC, je pense aux livreurs de repas, je pense aux employés dans les entrepôts de la grande distribution. En fait, ils sont très très nombreux à faire ce que leur dit l'algorithme, au moment où leur dit l'algorithme, comme leur dit l'algorithme, et au rythme où leur dit l'algorithme. Et ça, à un moment, effectivement, ça peut créer une situation un peu comme Chaplin dans les temps modernes, où on est accroché à la machine. Alors là, je pointe un certain nombre de pièges, de difficultés. C'est pas tant pour dire que c'est dangereux, bien au contraire, mais je pense qu'une fois qu'on a identifié les nids de poules sur la route, eh ben on peut rouler beaucoup plus vite et on peut déployer ces technologies beaucoup plus rapidement. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut faire maintenant, c'est identifier ensemble les difficultés pour aider en retour à identifier les zones sûres, celles sur lesquelles on va pouvoir développer rapidement ces technologies, investir massivement et éviter que l'Europe, peut-être une fois de plus, ne prenne un peu de retard. Alors dans ce cadre-là, et juste pour terminer, je dirais que cette responsabilité de l'usage des technologies, on l'a fait souvent en Europe, malheureusement, portée sur les épaules de ceux qui développent les large models, c'est-à-dire finalement les modèles fondateurs. Et ça, c'est vrai qu'ils sont assez peu nombreux, ils sont en partie américains, et c'est OpenAI, c'est Anthropic, enfin, c'est finalement une poignée d'entreprises. Mais faire ça, c'est peut-être oublier une leçon que nous donne un passage du livre de l'Exode dans la tradition hébraïque que je trouve assez intéressant. En fait, c'est un passage, vous n'êtes peut-être pas familier de ce genre de texte, mais où Moïse monte sur la montagne pour télécharger les 10 commandements sur les tablettes de la loi. Puis ça prend un peu de temps, parce qu'à l'époque, je pense que le Wi-Fi n'était pas terrible. Et puis pendant ce temps-là, le peuple commence à prendre peur. Et ils se disent, mais finalement, qu'est-ce qui va nous arriver? Il faut que quelqu'un nous protège. Et donc, en fait, ils demandent à des orfèvres de leur fabriquer un veau d'or, en fait, une idole, un totem, c'est-à-dire un artefact qu'on fabrique, qu'on place devant soi et face auquel on va abandonner une partie de notre liberté, peut-être même un peu une partie de notre humanité, en échange d'un peu de certitude et d'un peu de protection. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce ne sont pas les orfèvres qui ont fabriqué le veau d'or. Eux, ils ont juste fabriqué un veau en or. C'est le peuple qui a directement investi lui-même cet artefact d'un pouvoir quasi divin. Donc en fait, je pense que c'est à chacun et chacune d'entre nous, porteurs de projets, investisseurs, utilisateurs, consommateurs, qu'il convient d'utiliser le levier de la technologie pour hisser la société au niveau où on a envie qu'elle soit. Je pense que c'est à vous, les entrepreneurs, vous, les investisseurs, d'utiliser la technologie pour bâtir la société dont vous avez envie pour les générations à venir. Je vous remercie.